Le port, le tour de Parango. Moi j'y vais parce que je suis militaire. Oui, il essaie de parler. Oui, ce serait un très beau truc. Alors, parce qu'il y en a qui vont se tenir très vite là. Grenoble-les-Rois, on va se faire rappeler. Celui-ci qui représente l'atelier de Paris, mais bon, oui. Ah, bah, Non, non, mais je... Oui, c'est ça, tout ça. C'est vrai que... Voilà, un professionnel de la vidéo qui nous sommes. c'est la même, mais avec des ajouts locaux. C'est arrêté cela.
le communisme. Monsieur le préfet de région, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant de monsieur le bâtonnier de Paris, messieurs les bâtonniers du ressort de la cour d'appel de Montpellier, monsieur le bâtonnier désigné, messieurs les anciens bâtonniers, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, mes chers confrères, mesdames et messieurs les magistrats. Présenter à Montpellier l'exposition qui avait connu à Paris un succès considérable relevait du défi. Ce défi, j'ai proposé au Conseil de l'Ordre de le relever et les conseillers de l'Ordre ont bien voulu me suivre dans cette voie. Mais rien n'aurait été possible sans la mobilisation du barreau tout entier, sans les bâtonniers du ressort, sans l'ensemble des avocats de notre barreau, au premier rang desquels M. le bâtonnier Bedel de Buzaringue, qui porte au cœur la passion de notre métier et qui reste pour chacun d'entre nous un modèle et un exemple. Sa connaissance de l'histoire du barreau et de notre barreau en particulier nous ont été particulièrement précieuses et je tiens ici à lui rendre un solennel hommage auquel je voudrais associer Maître Raphaël Chalier, membre du Conseil de l'Ordre, qui a pris en main la gestion de ce dossier, accompagné de tout le personnel de l'Ordre, au premier rang desquels M. Abal, secrétaire général, et Mme Fournier, secrétaire général adjoint. Mais la volonté des avocats n'y aurait pas suffi. Il nous fallait une aide logistique, et comme l'exposition avait été organisée à Paris en synergie entre le barreau et la ville, c'est naturellement vers vous, monsieur le maire, que je me suis tourné. L'accueil que vous m'avez réservé a été au-delà de mes espérances, et je suis heureux de vous exprimer aujourd'hui, au nom de l'Ordre, ma reconnaissance et ma gratitude. Vous nous avez offert un cadre prestigieux, et nous avons trouvé ici, au-delà du cadre, les conseils éclairés et judicieux de M. Hiller, conservateur du musée, et de toute son équipe, pour tant affairer à préparer à Montpellier un nouveau musée à la hauteur de la réputation de notre ville. Vous avez aussi, monsieur le maire, mis à notre disposition votre cabinet, et je tiens à remercier tout particulièrement Anne Allier pour l'accueil qu'elle m'a toujours réservé, votre cellule de communication qui nous a considérablement aidés et qui a su faire appel à la société CAB Consultant qui a réalisé l'affiche de l'exposition que je trouve pour ma part particulièrement réussie. Parce que vous êtes historien, parce que vous entretenez avec le barreau des liens de qualité, vous avez voulu que cette exposition puisse être présentée au Montpellier. Elle retrace toute l'histoire de notre profession, du Moyen-Âge à nos jours. L'histoire du barreau est étroitement liée à la vie du pays et aussi à la vie de notre région et de notre cité. Pour commémorer cette histoire, au-delà de l'exposition présentée à Paris, nous avons voulu la compléter avec des éléments, des tableaux, des documents recueillis à Montpellier et dans le ressort de la cour d'appel. Je voudrais ici exprimer toute ma reconnaissance aux confrères qui ont bien voulu nous aider en nous prêtant des documents qui permettent d'enrichir l'exposition exceptionnelle de Paris, ces éléments étant parfaitement intégrés à l'exposition initiale, grâce au génie créateur du scénographe M. Bati-Foulier et de toute son équipe. Je voudrais dire aussi ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont cru en notre projet, en nous aidant financièrement, en médiatisant notre manifestation, je pense ici au journal Midi Libre, en faisant en sorte qu'elle puisse pénétrer dans le milieu scolaire et universitaire, et je pense au rectorat avec M. Lafont. Pouvoir présenter à Montpellier cette exposition me remplit d'une légitime fierté et d'une grande joie. Joie et fierté pour permettre à nos concitoyens de pouvoir parcourir l'histoire à travers celle des avocats et prendre ainsi conscience de la place que le barreau a tenue dans la vie de notre pays, et notre barreau particulièrement, et je pense ici à ceux qui l'ont honoré aux heures les plus sombres de notre histoire. Souvenez-vous, le bâtonnier Jules Granat, dont je salue ici la présence de sa fille et de son petit-fils, bâtonnier sous l'occupation, est nommé premier président à la libération par le pouvoir issu de la résistance, fête unique en France. Vincent Badille, Jacques Lafont, Jean Guibal, Louis Christol, François Delmas, notre barreau tout entier enfin, qui a su maintenir au tableau de l'ordre malgré le diktat de Vichy, le bâtonnier Benjamin Millot, ancien maire de Montpellier, que le pouvoir en place voulait voir radier au seul prétexte qu'il était juif. C'est l'honneur de notre barreau, de l'avoir maintenu tout au long de la guerre au tableau et plus encore à sa place de doyen. Ces avocats qui ont honoré la cité, Jean-Jacques Durand, premier maire élu de la ville,
Benjamin Millot, Jean Zuccarelli, François Delmas, tous bâtonniers de l'ordre et maires de Montpellier. Le barreau, associé à tous les grands combats de notre histoire, l'affaire Dreyfus, l'avortement, l'abolition de la peine de mort, associé au pouvoir politique par nombre d'avocats célèbres, dont certains, et vous verrez leur buste dans l'exposition, ont été présidents de la République. Le barreau, notre profession dont Voltaire disait « c'est le plus bel état du monde ». Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, le barreau, les avocats, demeurent les défenseurs éternels des libertés. Le barreau, fort de ses traditions, résolument tourné vers l'avenir sans rien renier de ce qui a fait l'honneur de son histoire, telle est notre ambition. Et c'est un peu de cette ambition que j'ai voulu faire partager à l'ensemble de nos concitoyens en présentant cette exposition. Merci encore une fois à toutes celles et à tous ceux qui nous ont permis d'y parvenir. Si je n'avais fait que cela durant le temps de mon mandat qui s'achève dans quelques mois, dans quelques semaines, j'aurais le sentiment de n'avoir pas été totalement inutile. Monsieur le préfet, messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les avocats, et chères concitoyennes et chers concitoyens. Le préfet, d'abord, je lui ai souhaité ne pas parler, mais vous avez eu la gentillesse de me faire plaisir de conclure, et je vous en remercie. Je voulais aussi saluer Jacques Martin et le Conseil de l'ordre en exercice pour avoir eu l'idée merveilleuse de faire venir de Paris, en l'adaptant à la réalité montpelliéraine, cette magnifique exposition, et dont je voudrais saluer le barreau de Paris, qui nous a fait la gentillesse et l'honneur de nous permettre de la présenter pour la première fois en province, et son représentant qui est parmi nous. Saluer tous les bâtonniers. D'ailleurs, depuis que j'ai succédé à la mairie au bâtonnier d'Elmas, dès que je vois un bâtonnier de qualité, je tâche de mettre la main dessus, Maître Martin, d'autres temps, Maître Fabre, que j'excuse parce que je l'ai envoyé à Montréal, nous représenter, et mon ami et frère Maître Ferrand, qui serait dans l'équipe municipale s'il n'était le glorieux avocat de la ville. Et puis tous les avocats avec qui nous travaillons et que je remercie. J'ai eu la gentillesse, monsieur le représentant du barreau de Paris, mais vous verrez, l'insolence poindra bientôt, de dire que vous avez présenté une exposition sur l'avocat en province. Après tout, c'est bien normal, puisque la renaissance des avocats, c'est à Montpellier qu'elle s'est faite au XIIIe siècle et que Paris a suivi 2 siècles plus tard. Il était donc normal que ce retour se fît. Car, ce que je voudrais dire, si, cher bâtonnier, je vous ai accueilli avec beaucoup de plaisir, au-delà de l'estime personnelle que je vous porte, c'est parce que vous représentez les avocats de Montpellier et que, comme vous l'avez dit fort éloquemment, les avocats de Montpellier sont espèce de partie consubstantielle de la ville. Ici, la ville a 2 parties consubstantielles, les médecins et les juristes. Et dans le corps des juristes, professeurs de droit, un peu nombreux, juristes d'affaires, juristes d'entreprise, les avocats sont la perle de la couronne. Ils le sont parce que, et je voudrais simplement le dire et insister là-dessus, d'ailleurs je sais que vous le savez, que tous les avocats le savent, je sais pour cette profession, tout humaniste, tout homme qui aime, toute femme qui aime les libertés, ne peut pas ne pas voir qu'il y a une façon de graduer la qualité d'une civilisation. À quel moment est apparue l'écriture? Ou quelle place fait-elle aux femmes? Ou quelle place fait-elle aux personnes âgées? Mais je crois qu'au vu des libertés, pour enseigner l'histoire des institutions de l'Antiquité à la faculté, et encore cette année je vais traiter l'Égypte, la Perse, la Grèce et Rome, je dois dire que finalement, c'est la naissance de l'avocat qui est sûrement le meilleur marqueur de la naissance des libertés modernes. Et il serait faux de croire que cela a commencé au XIIIe siècle, comme je l'ai dit dans la préface de ce petit opuscule, car si on avait voulu faire un cours d'histoire du droit, ça aurait été trop long, et ce n'était pas le cas, ce qui était pédant et inutile. Mais il n'est pas inutile de rappeler, l'avocat n'est pas né au XIIIe siècle. Si l'avocat est réapparu à Montpellier au XIIIe siècle, et même au XIIe, c'est parce que le droit romain
René à Aix-en-Provence, à Montpellier, à Toulouse et à Orléans, au XIIe siècle, en provenance d'Italie et plus spécialement de Bologne, où la petite histoire rappelle que l'on trouva dans un grenier un code de Justinien qui fut soumis à l'enseignement. Et ici, c'est un Italien venu de Plaisance, Placentin, comme son nom l'indique, qui dès 1160 lança l'enseignement du droit et forma effectivement des juristes, enseignants et avocats pour la première fois. Et si Montpellier a joué un rôle si particulier en l'histoire de France, dont j'aime à dire souvent que notre ville a été à la base avec ses juristes des institutions de la France moderne, ce n'est pas du tout la magie du verbe d'un maire qui veut à tout prix magnifier sa ville. Ce n'est que la réalité. Si les Montpelliérains ont été à l'origine du droit en France, à travers des grands noms qui ont fait le droit français, Guillaume de Nogaret, Pierre Flotte, François d'Aguesseau, Cambacérès et beaucoup d'autres, ces hommes étaient aussi avocats et profs de droit. Les deux premiers, Guillaume de Nogaret et Pierre Flotte, qui furent successivement chanceliers de France sous Philippe IV le Bel, sont à l'origine de la France moderne. Dans la querelle avec la papauté, à l'heure où se terminait le césaropapisme et la prétention des papes à dominer l'Occident chrétien, commencé avec Grégoire le Grand et magnifié sous Boniface VIII, ce sont les avocats de droit romain de Montpellier qui ont fait la France moderne face aux ambitions des papes, excroissance française de la querelle des Guelfes et des Gibelins. C'est face aux papes que la France moderne de Philippe IV le Bel s'est fait. C'est eux qui ont créé la Cour des comptes, le Trésor, l'administration moderne, le Parlement de Paris, et aussi les premiers éléments du droit royal, dès la fin du XIIIe, du XIIIe et au début du XIVe siècle. Il devait revenir aux juristes montpelliérains au XVIe siècle d'être au premier rang de la réformation des coutumes, c'est-à-dire de l'unification du droit qui nous venait des Francs et donc du droit coutumier germanique. Et les Montpelliérains étaient les 2/3 des commissaires aux coutumes du XVIe siècle, de François Ier, d'Henri II, de François II, de Charles IX, d'Henri III, et plus tard d'Henri IV. Ensuite, c'est encore un Montpelliérain, François d'Aguesseau, fils de votre ancêtre préfet de région, on disait à l'époque intendant de police, justice, finance et chevauché en mission. François d'Aguesseau, fils d'Henri d'Aguesseau, qui fit le canal du Midi, et qui démissionna pour cause de santé parce qu'il refusait de dragonner les protestants et qui laissa la place à Lamoignon de Baville. Eh bien, ce prestigieux juriste, avocat, Henri d'Aguesseau, chancelier de France sous Louis XIV, sous la Régence et sous Louis XV, fut l'unificateur du droit français pour le mariage, les testaments et les donations. Il devait revenir, in fine, après une marche qui avait commencé sous les Mérovingiens au 7e siècle pour l'inauguration du droit, à un autre avocat montpelliérain, fils d'un maire de Montpellier, Cambacérès, de présider la commission des juristes qui devait en 1804 établir le code civil. Ainsi, au cours des siècles, les Montpelliérains ont été à la base des institutions modernes de la France, inspirées de Rome à travers le droit romain. Car si le barreau vient de l'universitas du Moyen-Âge, au XIIe et au XIIIe, comme toute organisation à cette époque, barreau, université, en fait, c'est à Rome. Il faut aller chercher les origines du barreau et les origines des libertés modernes. Il n'y a pas d'avocat véritable, sauf pour les puissants, dans l'Égypte de Pharaon, malgré la marque, la fameuse sentiment de l'intérêt général. À Babylone, l'avocat est encore très mal distingué dans le Code d'Hammurabi. Les Grecs n'ont pas le sens de l'avocat. C'est le peuple, avec le risque du lynchage, qui, à la boulée, juge les hommes. Il suffit de la passion des 8000 représentants de la boulée pour que Thémistocle soit ostracisé. Ce sont les Romains. C'est la République romaine qui a inventé le droit. Au face, le droit religieux, soumis à la puissance des dieux.
Elle soumet et elle invente le juste, le droit technique, sans Dieu. Et ce droit va de pair avec l'avocat. Dès les 12 tables, au IVe siècle avant Jésus-Christ, les avocats apparaissent. Ces avocats seront ensuite les grands jurisconsultes qui feront le droit romain, Paul, Justin, Papinien, et plus tard les 70 jurisconsultes de Justinien au 7e siècle qui firent ce fameux code de Justinien qui permit la renaissance du droit romain au XIIe siècle. Et ce droit que les avocats ont défendu, ces avocats ont disparu lorsque Rome est tombée. Les Mérovingiens ne connaissaient pas les avocats, les Carolingiens non plus. Le haut Moyen-Âge ne les connaît pas. Il a fallu que Rome revienne avec la défense de l'individu face à la puissance de l'État pour que l'avocat renaisse au XIIIe siècle. Et les avocats sont, à travers les siècles, quelle que soit leur faiblesse infime et leur grandeur immense au vu de l'histoire, ceux qui ont toujours défendu les causes souvent les plus difficiles. Et il est de bon ton de dire que les avocats mentent, que les avocats pour défendre des tueurs, ceci, cela. Mais non, les avocats ne font pas que défendre les assassins, les braqueurs ou ceux qui attaquent les faucons de la Brims avec des kalachnikovs. Les avocats, essentiellement, ce sont ceux qui défendent les petites gens, les oppressés, ceux en difficulté, ceux qui sont écrasés par les machines des États. Ils y ont souvent laissé leur vie. Et bizarrement, lorsque l'Inquisition en Espagne naît, on sait aujourd'hui, contrairement à la mauvaise image qu'a laissée l'Inquisition, que l'Inquisition fut la première à s'occuper des libertés individuelles en Espagne par rapport aux anciennes juridictions civiles espagnoles qui étaient infiniment pires que l'Inquisition au XIIIe, au XIVe siècle. Et la première chose qu'a fait l'Inquisition, c'est de donner des avocats aux victimes. Et contrairement à ce qu'on croit, puisqu'aujourd'hui les archives de l'Inquisition sont ouvertes, et qu'une magnifique thèse vient d'être faite de plus de 1400 pages sur l'histoire de l'Inquisition, on s'aperçoit bizarrement que c'est à travers l'Inquisition que l'avocat revient au cours du XIVe, du XVe et surtout au XVIe, au XVIIe siècle en Europe. Et qu'on oublie beaucoup que beaucoup furent brûlés par l'Inquisition, mais que les brûlés de l'Inquisition se comptent par dizaines, et que les acquittés se comptent par dizaines de milliers. Il me plaît, n'étant pas du tout un turiféraire de l'Inquisition, bizarrement, à travers, je crois, l'honnêteté scientifique de l'historien, de rendre image à un système dont je n'approuve pas les fins, mais qui, dans les moyens, sut faire renaître l'idée de la défense de l'individu. Et pour finir, et arriver à la résistance et au temps que vous évoquiez avec le grand-père de mon ami Jean-Pierre Bouvier, président de la commission des sports du conseil d'agglomération, le bâtonnier qui fut le seul en France à être à la fois bâtonnier de Montpellier et président de cour d'appel en 1944 et qui sut donner à ce qu'on appelait l'épuration, la hauteur de vue d'un avocat. Et quand on voit l'attitude des juges sous l'occupation et l'attitude des avocats, je n'en dirai rien pour rester courtois. Je vous renvoie un beau bouquin, parce que les Français qui reprochent toujours aux autres d'inventer leur histoire, vous savez, les Français, ils sont toujours meilleurs que les autres. Et ils s'amusent à raconter l'histoire russe en disant « Vous avez vu, Staline, il avait effacé les Trotsky sur la photo, et vous voyez ça dans Paris Match et tout. » Mais les Français aiment aussi beaucoup refaire leur histoire. Et vous notez que sur l'histoire de Vichy, personne n'a jamais osé la faire sérieusement en France. Il a fallu un Américain, Paxton, qui a fait l'État, qui a fait Vichy, et c'est le seul ouvrage sérieux qui ait jamais paru en France sur Vichy. Ce qui dit des juges et des avocats, disons que c'est largement à l'avantage des avocats, je n'en dirai pas plus, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de joie, et après tout, il est passé 60 ans, et le temps de la relaxation est passé depuis longtemps. Mais enfin, ceci pour vous dire que, après tout, il y a un juge qui a été résistant, c'est mieux que rien. Il a témoigné pour tous les autres. Quant aux autres, ils ont jugé successivement les résistants puis les miliciens, avec la même impalide bonne foi. Voici le rôle des avocats, et je citerai en conclusion un avocat socialiste de Montpellier qui a donné le nom d'une grande salle à la préfecture, Marius Mas. Pierre Mas, oui, Marius, le cousin, aussi résistant. Pierre Mas, résistant, déporté, qui est mort pour la France, comme on dit.
Parmi les centaines d'avocats qui sont morts, les avocats ont joué un rôle essentiel dans la résistance entre 1942 et 1945. Et aujourd'hui, où encore il y a des discussions, j'ai été heureux de voir que l'ensemble des bâtonnats français a su tempérer telle ou telle velléité dans des lois qui sont sûrement nécessaires, mais où il était bon quand même que l'avocat pondère avec sa sagesse et le poids de son histoire et la maturation de son expérience. Cette exposition est donc destinée à saluer le rôle du baron de Montpellier. J'ai la fierté d'avoir une fille qui est avocate et je trouve que c'est un magnifique métier. Et puis moi-même, je n'ai pas eu ce plaisir de l'être, mais de la vieille idée médiévale où l'on était en même temps professeur de droit et avocat, c'était le cas de Guillaume de Nogaret et de Pierre Flotte. Il reste, et on le sait peu, mon collègue du GRIP le saurait aussi bien que moi, qui est là, en France, une vieille exception. Les seuls en France qui n'ont pas passé le CAPA pour être avocat, ce sont les professeurs de droit qui peuvent s'inscrire et plaider. Je n'ai pas pu le faire parce que j'ai fait de la politique, mais si j'avais eu le temps, vraiment, je l'aurais fait avec plaisir parce que c'est une des plus nobles professions qui soit. Et je voudrais saluer tous ceux qui, à travers leurs livres, saluent cela. L'avocat est souvent vilipendé, il est souvent attaqué parce qu'il défend des causes, des fois, qui sont perdues. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de défendre une cause perdue? Quand un homme ou une femme a tout contre lui, et qui n'a plus qu'une seule personne, il peut le sauver, son avocat. Ça, c'est un beau métier. Vous avez la chance de l'exercer, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, après deux introductions aussi complètes à l'exposition que nous allons visiter, je ne peux guère que limiter mes propos conclusifs pour deux raisons au moins. La première, c'est que je n'ai pas vu l'exposition, il m'est difficile d'en parler, je me réjouis de la voir. La deuxième, c'est que les meilleures improvisations sont celles qui ont été le plus longuement préparées, et je n'ai rien préparé. Je veux cependant saluer, à l'occasion de cette exposition, le métier d'avocat, bien sûr, car il n'y a pas de pays libre sans état de droit, et il n'y a pas d'état de droit sans profession telle que celle des avocats, chargés de défendre les libertés, la liberté individuelle, les libertés et bien d'autres domaines, mais ils sont emblématiques de la capacité que chacun doit avoir et a de se référer à la loi et de se défendre devant des tribunaux autonomes, impartiaux, pour réclamer que la loi soit appliquée d'une façon égale pour tous. Donc c'est un grand métier que le vôtre, c'est un métier essentiel à la cohésion sociale, essentiel à la crédibilité du pacte républicain qui fonde la cohésion sociale. Et ce métier d'avocat, vous l'exercez ici, dans une partie de notre territoire national où l'on a le goût du droit. Le préfet par nature est aussi juriste, il est chargé de veiller à l'application des lois. Et il ne faut pas longtemps à un préfet à Montpellier pour découvrir à quel point on a le goût du droit, et parfois le goût du contentieux. Je ne vous souhaite pas donc trop de contentieux, mais je vous souhaite de pouvoir exercer pleinement ce grand et beau métier, et je crois que maintenant, il est temps de passer à l'exposition. Merci. Oui, Bedel. Ah oui, oui, il y en a d'autres. Cette statue est à l'angle du palais de justice. Ensuite, il y a eu aussi le second palais de justice que l'on a appelé le palais neuf, qui a été construit à Amsterdam. Alors, et ce qui a trouvé, c'est que c'est exactement les auteurs, c'est exactement les mêmes. Vous connaissez l'expression
Paris, là, ça s'appelle un sac à procès. Et on les mettrait dans un sac. Et quand l'affaire est finie, Je crois que c'est des pièces d'investition. Non, voilà, c'est le dossier. C'est le dossier civil. C'est le dossier Et civil. quand l'affaire était... Ici, on traite cette 5e étape sur la... Voilà le portrait de mon prédécesseur, le premier maire élu. Ah, Durand, lui, Les autres sont restés ici. Les autres sont restés ici. À un jour près. Alors, ce tableau existe dans la salle des conseils de la chapelle. Vraiment le métier d'avocat, la profession d'avocat, cette période dès le début du 19e. C'est-à-dire en 1833. Elle s'est fait rejeter. Et c'est Madame Petit qui a fait ça. Alors là, il y a un tableau. Vous avez là le portrait, je préfère, et au-dessus, les caricatures. Attaquer l'intérieur. Monsieur le maire, monsieur le maire. Benjamin Millot, un de vos prédécesseurs. Et voilà le bâtonnier Granat qui a donc été bâtonnier sous l'occupation. Et premier. Ah, mais je sais pas. Et alors là, il y a un procès célèbre, un procès qui est le procès de Marguerite Marty. Elle a été défendue par Garçon. Ça, c'est un revenant. Il a fait peur aux Romains. Il a fait peur aux Romains après, mais au début, il a fait peur aux Dieux. Il est Ah oui, 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 non,
cette exposition voulue par les avocats de Montpellier va se faire dans l'ordre chronologique et historique. Au début des avocats en France, c'est-à-dire au XIIe siècle, l'histoire des avocats se confond avec celle des palais de justice. Voilà pourquoi ici, nous nous arrêtons un moment devant le palais de justice de Paris et devant la Sainte-Chapelle qui a été voulue par Saint-Louis. Nous sommes face à un grand tableau qui se trouve actuellement dans le bureau du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Il est de Béraud, un grand artiste, et il représente les avocats au XIXe siècle dans la salle des pas perdus, avant l'audience et après l'audience. Puis, comme l'histoire des avocats en France est ici intimement mêlée à l'histoire des avocats de Montpellier, nous sommes au palais de justice de Montpellier, tout d'abord au palais de justice ancien, celui qui a été construit sur le palais de justice des Guillains, qui étaient les maîtres de Montpellier autrefois. Ce palais de justice, deuxième mouture, a été construit sous la monarchie de Juillet en 1857 et il est caractérisé notamment par deux statues importantes, celle du cardinal Fleury, qui fut le premier ministre du roi Louis XV et qui était de Lodève, et celle de Cambacérès, archichancelier d'Empire et surtout rédacteur du Code civil sous Napoléon Ier, après avoir été, lorsqu'il était à Montpellier, avocat d'abord, et ensuite conseiller à la Cour des aides, comptes et finances de Montpellier. Ici, arrêtons-nous un instant devant le palais de justice moderne. C'est celui qui contient actuellement le tribunal de grande instance de Montpellier et que l'on appelle la cité judiciaire. Puis, ce grand panneau qui représente Richelieu, présentant à la Cour des comptes et des finances de Montpellier ce que l'on a appelé la paix d'Alès, ou plus exactement le traité du 27 juin 1629, au moment où Richelieu et Louis XIII ont vaincu les Huguenots et leur ont apporté à nouveau les libertés religieuses tout en leur refusant les libertés politiques. Puis, on va remonter rapidement le cours de l'histoire de l'avocat depuis les établissements de Saint-Louis au XIIIe siècle, depuis l'ordonnance de Philippe le Hardi également au XIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française. À cette époque, les avocats étaient essentiellement liés par un serment religieux, comme il est indiqué dans un panneau, et ils étaient essentiellement des confréries religieuses dirigées par un bâtonnier, lequel bâtonnier n'était pas l'avocat qui manie un bâton contre ses confrères, mais celui qui tient le bâton de procession, le bâton de Saint-Nicolas, patron avec Saint-Yves des avocats. Un instant, nous pouvons nous arrêter devant le sac à procès, qui est la forme ancienne des dossiers modernes. C'était là que les procureurs de l'Ancien Régime, qui étaient tout près de la justice, mettaient toutes leurs pièces. Lorsque le sac était plein, on disait l'affaire est dans le sac, on pendait le sac au plafond, et lorsque l'affaire venait en justice, on descendait le sac et on la portait au tribunal. Je passe rapidement sur l'histoire de ces avocats tout au cours de l'Ancien Régime pour vous indiquer que sous la Révolution, en 1790, les ordres d'avocats, ou plus exactement les confréries d'avocats, ont été supprimés et que pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à la période napoléonienne,
On a connu les défenseurs officieux qui n'avaient aucune règle, qui étaient choisis en toute liberté, qui plaidaient dans n'importe quel ordre et qui n'étaient soumis à aucune discipline. Nous arrivons ensuite à la Révolution française, celle qui a vu les très grands procès. D'abord les procès du tribunal révolutionnaire dirigé par l'accusateur public Fouquier-Tinville. 2700 personnes ont été condamnées à mort à cette époque. Et puis les deux grands procès historiques, celui du roi Louis XVI, condamné à mort par la Convention, et qui fut défendu par Malesherbes, Desèze et Tronchet, Malesherbes étant un de ses anciens ministres. Et au dos, le procès de la reine Marie-Antoinette, défendu par Chauveau-Lagarde, et qui elle aussi a été condamnée et guillotinée après avoir passé un long temps dans les sous-sols du palais de justice de Paris, exactement dans un local que l'on appelle la conciergerie. Mais je vous demande de vous arrêter un moment devant un témoin des avocats de cette époque et de la Révolution française. Il s'agit de Durand, Jean-Jacques-Louis Durand, avocat d'abord, ensuite président de la Cour des comptes et des finances de Montpellier, et enfin premier maire élu de Montpellier. Il fut convoqué à la Convention parce qu'il était accusé d'être faire partie du complot des fédéralistes, et il fut guillotiné le 12 janvier 1794, un jour trop tôt, puisque le lendemain, Robespierre était fracassé dans l'enceinte de la Convention, et que la mort de Robespierre mit fin à la terreur. Dans cette salle, nous nous rapprochons de l'avocat moderne, celui du XIXe siècle. Et ce grand panneau représente la vie de l'avocat à Paris, avant l'audience et après l'audience. Vous le voyez revêtu de sa toge, que l'on appelle aujourd'hui la robe, et surtout de sa toque, qui est le signe de l'indépendance de l'avocat, puisque ce dernier peut plaider couvert devant les juridictions. Ici, une photo de Cambacérès. Nous avons eu là-bas tout à l'heure une statue de Cambacérès. Aujourd'hui, nous avons la photo du portrait de Cambacérès par Greuze qui se trouve au musée de Chartres. Vous savez quel est le rôle éminent que Cambacérès a joué sous Napoléon Ier. Et au-dessous, les deux grands procès de la période napoléonienne. D'abord, l'exécution du duc d'Enghien, qui fut un procès très sommaire, qui fut un procès de vengeance de l'empereur, et ensuite le procès de Moreau, Pichegru et Cadoudal, qui avaient conspiré contre l'empereur. Mais déjà à cette époque-là, l'empereur, qui avait rétabli en partie les prérogatives des avocats, avait voulu les soumettre à un serment très draconien, car il fallait prêter serment à l'empereur, de même qu'il fallait prêter respect au régime de l'empereur et à sa constitution. Nous nous arrêtons un instant devant un panneau qui représente le combat des avocats, ou le combat des femmes pour devenir avocats. Jusqu'en 1900, les avocats, les avocates, les femmes qui voulaient devenir avocats ne pouvaient le devenir. Le serment leur était refusé. Ça a été le cas de Madame Chauvin,
qui a voulu prêter serment en 1897 et qui s'est vu refuser son serment. À la suite de quoi une loi est intervenue le 1er décembre 1900 et les femmes ont pu devenir avocats. On présente ici, sur une affiche du Petit Journal, le serment de Madame Petit devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris. C'est un moment tout à fait émouvant, puisque un siècle et demi après, nous avons beaucoup de femmes avocats dans nos barreaux. Elles représentent souvent la moitié du nombre des avocats dans chaque barreau. Ici, un tableau de l'Ordre des avocats de Montpellier en 1833. Ce sont des tableaux identiques que nous avons aujourd'hui, mais ce que nous soulignons, c'est qu'à cette époque déjà, en 1833, il était question dans les ordres d'avocats de consultation gratuite. Les ordres d'avocats ont été rétablis dans leur plénitude sous la Restauration en 1822. Et on peut dire que les ordres d'avocats ont vécu pendant tout le XIXe siècle et pendant toute la plus grande partie du XXe siècle selon les législations, selon la législation qui a été prise à cette époque. Mais le serment n'avait pas changé. Après avoir prêté serment à l'empereur, les avocats devaient prêter serment au roi, ou du moins être fidèles au roi et obéir à la charte constitutionnelle. Et nous allons voir tout au cours de cette exposition l'évolution de ce serment qui, par la suite, s'est dégagé de toute contrainte vis-à-vis des pouvoirs politiques et judiciaires. Ici, un mot de l'affaire Fualdès, qui a été une des plus grandes affaires criminelles après la Restauration, car un procureur impérial, Fualdès, fut saigné comme un cochon, c'est le mot, dans les ruelles de Rodez, et que on reparle encore, plus de 180 ans après, de ce procès qui aurait condamné des innocents. Un mot de ce grand portrait qui représente un bâtonnier de Carcassonne, le bâtonnier Birotteau, qui a fait preuve de courage, d'un courage qui devrait être ordinaire à tous les avocats. Il est revêtu de sa toque, c'est-à-dire de la possibilité pour les avocats de ne pas s'incliner devant les juridictions. Comme il faisait le reproche à la Cour de dormir, la Cour lui a répondu « Nous vous suspendons pour 1 an » et lui, avec la superbe et l'indépendance qui était la sienne, il a répondu « Je me suspends pour toujours ». Ici, dans cette salle, vous avez tous les grands procès politiques du XIXe siècle. Je ne cite pour mémoire que celui du maréchal Bazaine, après la défaite de 1870 et la capitulation du 27 octobre 1870 à Metz. Bazaine fut défendu par Lachaud, un très grand avocat du 19e. Il fut condamné à 20 ans, à la peine capitale, commuée en 20 ans de détention. Plus loin, 4 panneaux ont trait à l'affaire Dreyfus, l'affaire qui a divisé la France à la fin du XIXe siècle. Il y avait les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Il y a eu l'article passionné et qui a mis le feu aux poudres de Zola dans le Figaro, J'accuse. Il y a eu des recours de toute nature. Et puis, après bien des combats judiciaires et extrajudiciaires, Dreyfus a été gracié par le président Émile Loubet et il a été déclaré innocent en 1906 par la Cour de cassation. La bataille avait duré plus de 10 ans. Ici, un procès connu, celui de Madame Steinel, dont le nom a été lié à une époque à l'histoire d'un président de la République, qui était accusé d'avoir tué en 1908 son mari et sa mère. Grand débat, elle fut défendue par Maître Aubin et elle a été acquittée.
De même, Madame Caillou, qui en 1914 avait tiré sur Gaston Calmette, directeur du Figaro, qu'elle accusait de diffamer son mari, ministre des Finances. Madame Caillot, défendue par Maître Laborie, un des plus grands ténors de cette époque, a été acquittée. Il n'en est pas de même de Mata Hari, qui, elle, avait vendu des secrets militaires sur l'oreiller pendant la guerre de 14-18 et qui, malgré le talent de son avocat, a été fusillée à Vincennes le 15 octobre 1917. Également, de l'autre côté, face à cette galerie de grands procès, vous avez la galerie des grands avocats de cette époque, depuis Berryer-Père qui a défendu le maréchal Ney, jusqu'à Berryer-Fils qui a défendu Napoléon III et le général Cambronne, jusqu'à ceux qui ont vraiment honoré la barre, comme Ledru-Rollin ayant des attaches montpelliéraines et ayant donné son nom à un boulevard de Montpellier, Lachaud, dont je viens de parler, qui fut le plus grand avocat pénaliste de son époque, Gambetta, qui fut un grand tribun, Moreau Giafferi, dont tout le monde connaît la qualité exceptionnelle d'avocat d'assises, César Campinki, homme politique, ministre de la Marine, mais aussi avocat de grand talent, et surtout Henri Torres, qui avait un talent qui dépassait tout à fait l'ordinaire. Mais vous noterez, car nous ne sommes pas ici uniquement une exposition des avocats à Paris et en France, nous sommes une exposition d'avocats de Montpellier, vous noterez tout un panneau réservé à un avocat de Montpellier connu, puisque une rue porte son nom, la rue Eugène Lisbonne. Lisbonne était avocat à Montpellier, il fut bâtonnier de son ordre, il fut, étant anti-bonapartiste notoire, incarcéré à la maison d'arrêt sur ordre des pouvoirs politiques de Napoléon III, il fut président du Conseil général, mais surtout en 1870, après la défaite, il fut nommé préfet de l'Hérault et il fut le premier préfet en France à avoir proclamé la République, ce qui résulte des deux grandes affiches que nous avons retrouvées ici et qui viennent de la collection privée de la famille Lisbonne. À ajouter que Eugène Lisbonne a participé en tant que défenseur au procès du général Boulanger. Et si vous vous retournez face à ce panneau, vous verrez que nous avons mis en exergue les bustes de 4 personnages importants. D'abord celui de Jules Grévy, avocat à Paris, et qui fut président de la République après avoir été bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Celui de Millerand, qui a été également bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et président de la République. Et enfin celui de Raymond Poincaré, président de la République pendant toute la guerre 14-18, membre de l'Académie française, personnage considérable qui, après avoir eu ses hautes fonctions, est redevenu garde des Sceaux en 1922, membre de l'Académie française. Tous les avocats conservent pieusement le souvenir de ce Lorrain. Et enfin, sur la gauche, un 4e buste, c'est celui de Waldeck-Rousseau, qui n'a pas été président de la République, mais qui fut chef du gouvernement, on appelait ça président du Conseil, sous la Troisième République, et qui donna son nom à la loi sur les associations, loi de 1901 promulguée sous son ministère. Si vous le permettez, nous allons passer maintenant dans une salle qui est réservée un peu plus à Montpellier et qui représente quelques portraits d'avocats de Montpellier.
Tout d'abord, les portraits du bâtonnier Louis Guibal et Jean Guibal. Pourquoi ces deux portraits, du père et du fils? Parce qu'ils représentent à eux deux une continuité de près de 120 ans de bar, exactement 118 ans. 118 ans de bar et de défense des justiciables, avec un hommage rendu par Jean Guibal à son fils Louis, et plus exactement à l'épitoge qui, dit-il, a vibré longtemps sur le cœur généreux de mon père. Nous allons passer maintenant ici, en nous arrêtant un instant devant un panneau qui représente un moment privilégié de la vie et de l'histoire de l'avocat. C'était le 8 décembre 1897. Le législateur a enfin autorisé l'avocat à assister aux comparutions devant le juge d'instruction et à y assister en robe, ce qui est une première victoire de la défense. Plus tard, il y aura la victoire de la présence de l'avocat à la garde à vue, mais c'est une autre histoire. Un instant, nous arrêter devant le portrait d'un avocat, le bâtonnier André Vincent, qui lui est mort à la barre en plaidant, et en plaidant pour le journal L'Éclair, qui paraissait à ce moment-là, et il est mort dans les bras de son confrère dont nous allons parler tout à l'heure, le bâtonnier Vincent Bedi. Ici alors un tableau extrêmement émouvant, c'est celui de tous les avocats qui, sous l'occupation, parce qu'ils étaient juifs ou parce qu'ils étaient résistants ou parce qu'ils étaient les deux, ont perdu leur vie, soit en étant fusillés, soit dans des camps de concentration et de déportation en Allemagne. Je cite d'abord et avant tout Pierre Massé. Pourquoi? Ou Pierre Masse, parce qu'il était hérolté, sénateur de l'Hérault, et que, étant avocat à la Cour d'appel de Paris, il a été arrêté et déporté. Et je le cite aussi parce qu'il a écrit à son bâtonnier, comme tous les autres confrères d'ailleurs, juste avant le sacrifice suprême, une lettre extraordinaire de fidélité et de reconnaissance à son ordre. Et dans cette lignée des résistants qui ont laissé leur vie à ce moment-là, je m'arrête devant un panneau typiquement et spécifiquement montpelliérain. Vous voyez là le bâtonnier Vincent Bedi, qui fut député de l'Hérault et ministre, mais qui fut aussi bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, déporté d'abord au camp de Drancy et puis ensuite dans un camp de concentration à Dachau. Nous le voyons en costume de déporté, revenant libéré par les troupes américaines. Nous le voyons plus haut, prêtant son serment d'avocat pour son ordre, aux côtés du bâtonnier Jean Guibal. Ici, le tableau de l'Ordre des avocats de Montpellier de 1939 à 1945. Il fut dirigé par un homme éminent que nous respectons tous, le bâtonnier Jules Granat, lequel a été lucide et courageux pendant toute cette époque et a maintenu à la tête de son ordre le bâtonnier Benjamin Millot, ancien maire de Montpellier, d'origine juive ou de naissance juive, et dont les lois antisémites ne permettaient pas qu'il reste en tête du tableau, ce qui a été fait contre l'avis des autorités politiques. Moyennant quoi, le bâtonnier Granat à la Libération a été nommé, parce qu'il était le seul à pouvoir remplir cette fonction, premier président de la Cour d'appel de Montpellier, de juillet 1944 à décembre 1944, privilège exceptionnel, mais il y avait un vide de haut magistrat à cette époque. Le bâtonnier Granat remplissait les conditions pour apaiser le climat, et notamment parce que, à cette époque-là, nous avons connu malheureusement des cours martiales qui ne respectaient pas parfaitement les droits de l'homme. Ici également, je m'arrête un instant devant le portrait du bâtonnier Jean Zuccarelli, qui fut maire de Montpellier avant la guerre de 39-40 et après la guerre de
1940 et en même temps bâtonnier de son ordre. Et plus loin, le portrait de François Delmas. Plus loin, le portrait de François Delmas, qui a été maire de Montpellier pendant 18 ans à la suite du bâtonnier Zuccarelli et qui fut en même temps un grand avocat, très courageux, tant au moment de l'occupation pour défendre des résistants qu'au moment de la libération pour défendre des collaborateurs devant les cours de justice et les cours martiales. Ce panneau devant lequel vous vous arrêtez représente Emmanuel Temple, avocat au barreau de Montpellier et qui, après la libération, devint garde des Sceaux et ministre à plusieurs reprises dans les gouvernements Pleven, Edgar Faure, Pinet et Mendès France. Je passe pour mémoire les grands procès de l'après-guerre, Petiot, le docteur Petiot, qui avait mis dans sa chaudière 27 victimes et qui prétendait qu'il avait brûlé des collaborateurs. Le procès de Marie Bénard, dite l'empoisonneuse de Loudun, qui, après des années de procès, fut sauvée par le talent extraordinaire de ses avocats. Nous terminons cette visite par l'évocation de deux grands procès de l'après-guerre, procès politiques. D'abord le procès du maréchal Pétain, qui a été condamné à mort, mais gracié par le général de Gaulle, sa peine ayant été transformée en détention à perpétuité. Ce procès, notamment, a été émouvant à cause de la plaidoirie extraordinaire d'un avocat qui s'est révélé à ce moment-là, qui s'appelait Jacques Isordi. Et en face, le procès de l'Algérie française, qui a été dominé par la grande figure de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat d'un immense talent et d'un immense courage, qui a pu sauver la tête du général Salan, mais qui n'a pu sauver celle de Bastien-Tillet. Et enfin, terme de cette visite d'une demi-heure, le combat de la peine de mort tel que nous l'avons vécu depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1881, c'est-à-dire au moment où Robert Badinter, notre confrère, devenu garde des Sceaux, a obtenu du Parlement l'abolition de la peine de mort en France. Elle existe encore dans beaucoup de pays étrangers, mais ce combat de la peine de mort en France a été à l'origine de très nombreuses publications, de très nombreux débats, et on peut dire qu'il termine bien comme panneau cette exposition, étant précisé que nous avons également mis en exergue le procès Kravchenko, qui fut le procès de la fin du communisme soviétique, du moins dans l'opinion française, après le livre qu'il avait publié « J'ai choisi la liberté ». Là aussi s'est révélé un grand avocat, maître Georges Isard, qui a obtenu la condamnation de ceux qui s'étaient attaqués au livre de Kravchenko. Et enfin, le procès de l'avortement avec de la lutte contre l'avortement, de la lutte de maître Gisèle Halimi, maître Gisèle Halimi, qui avait voulu que l'avortement ne soit plus un crime, mais qu'il soit permis dans certaines conditions, ce qui a été finalement obtenu par la loi Veil du 17 janvier 1975. Et je termine par un coup d'œil au serment que les avocats prêtent aujourd'hui et qui est allégé de toutes les formules que nous avons connues avant la Révolution, sous Napoléon, sous Louis XVIII et même sous la République. Et on ne prête plus serment de fidélité à des pouvoirs politiques. On jure comme avocat d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience
indépendance, probité et humanité. Dans ces 5 mots, il y a tout, mais il n'y a pas plus que ce qu'il faut. Et je crois que la rédaction de ce serment, tel que nous la voyons aujourd'hui, après plusieurs siècles de bataille pour l'allègement du serment, est la démonstration de ce que l'avocat continue à lutter, non seulement pour son indépendance, mais pour l'indépendance et la liberté des citoyens.